il y a un peu cette idée-là aussi de faire plein de simulations de ce qu'on pourrait obtenir, un trou noir sous différents angles, différents paramètres et tout. Et après, tu regardes, tu as une image très très bruitée parce que tu peux pas avoir une bonne résolution et tu compares à ce que donnerait telle simulation si tu la bruitais et que tu la floutais pour avoir et t'en déduis un peu comme ça ce que tu es en train de voir en faisant coller la théorie à ton signal qui est très très bruité. C'était quoi ton travail du coup dans la collab pendant la thèse là? Ah, c'était pas du tout ça. Ah, quoique, j'ai un peu travaillé aussi sur les bruits, mais de manière un peu secondaire, on va dire. J'ai bossé sur des algorithmes qui utilisent des méthodes de machine learning où en gros on entraîne un code à détecter dans le flux de données du détecteur. Donc, c'est-à-dire, faut s'imaginer, le flux de données du détecteur, c'est alors des fois les signaux des ondes gravitationnelles, mais globalement caché dans une quantité de bruit instrumental phénoménal. Donc en fait, quand on le regarde juste en fonction du temps, ça ressemble à... Tu vois pas la détection quoi. Non, ça ressemble à un bruit, ça ressemble à ce qu'on appelle un bruit blanc. Ok. Donc c'est genre toutes les fréquences superposées de manière complètement stochastique. Voilà. Et le signal, s'il y en a un et qu'on le détecte, il est quelque part là-dedans. Et en fait, il y a une source de bruit qui est un peu bizarre qu'on appelle des glitches. Et ils ont alors, ouais. Là, qu'est-ce qu'on voit? Mais on voit du bruit là. C'est pas ça ressemble pas tout à fait. Enfin, ça ressemble pas tout à fait à ça. Mais ces glitches, en fait, ils ont la mauvaise habitude de ressembler exactement à des signaux d'ondes gravitationnelles. Donc en fait, en plus de faire baisser ta sensibilité, ça te fait baisser le niveau de confiance que tu as dans ta détection. Ils te font croire. Parce qu'en fait, ça ressemble vraiment à un signal d'onde gravitationnelle quand tu le regardes en fonction de la fréquence ou en fonction du temps. Attends, j'ai pas compris. C'est vraiment le glitch que tu vois dans le bruit qui a la même gueule qu'une vraie détection d'onde gravitationnelle? Un signal d'onde gravitationnelle provenant d'une coalescence d'objets comme des trous noirs, ça a une certaine forme. Ok. En fonction du temps, en fonction de la fréquence. Et il y a une source de bruit qu'on appelle des glitches qui ressemble à ça. Qui mimique, si tu préfères, finalement, ce genre de choses. Et du coup, moi, j'avais bossé sur justement un algo qui sert à essayer de choper ces glitches-là. Et on sait d'où ça vient? En fait, c'est très compliqué. Ça peut venir de tout et n'importe quoi. Ah bah voilà. Donc là, si vous regardez les deux schémas, celui du haut, c'est un signal d'onde gravitationnelle. Donc c'est l'axe X, c'est le temps. Et sur l'autre, c'est la fréquence. Donc le signal, c'est vraiment la partie jaune. Voilà, on voit que on a la fréquence qui manque en fonction du temps. Et en dessous, c'est un glitch. Et c'est pas du tout un signal d'origine astrophysique, le glitch. Ok. Et du coup, voilà. Il est dû à quoi, du coup? Et ben en fait, ça peut être dû à plein de trucs. C'est en général d'origine instrumentale. Donc voilà, c'est quelque chose dans ton détecteur qui a produit un excès de puissance dans le détecteur qui a été vu. Et en fait, on a des méthodes pour essayer de justement voir si c'est un glitch ou pas. Dans un détecteur d'ondes gravitationnelles, on a ce qu'on appelle le channel principal, c'est celui qui est sensible aux ondes gravitationnelles. Ouais. Mais on a aussi énormément d'autres capteurs qui couvrent en fait l'entièreté des détecteurs. Et ces capteurs-là, il y en a certains qu'on appelle safe, donc je sais pas, en français ce serait sans danger. Et en fait, on les appelle safe pour dire qu'ils ne sont pas sensibles justement à ces ondes gravitationnelles. Okay. Et donc en fait, si tu es capable de regarder la sortie de tous ces autres capteurs et celui qui est sensible aux ondes gravitationnelles, tu peux regarder un peu les corrélations que tu as et te dire, bon bah ok, si je vois un signal dans mon channel principal et que je l'ai vu aussi dans un channel où les ondes gravitationnelles ne sont pas censées y être, c'est que c'est probablement une origine instrumentale, donc voilà, c'est un glitch. Tu peux faire la soustraction entre les deux et tu peux essayer, disons. C'est un peu ça. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est tellement compliqué de chercher des patterns dans ces corrélations-là, de chercher justement ces fameuses corrélations entre le channel principal et les autres, qu'on est obligé d'utiliser, c'est plus simple d'utiliser des méthodes de machine learning où on apprend justement un algorithme à voir ces corrélations-là. Et voilà. Donc j'avais bossé un peu là-dessus, mais très brièvement. Parce que moi, ils m'ont dit que tu arrivais à détecter des signaux plus faibles que le bruit dans le bruit. Ah, ça c'est plus pour détecter les signaux en eux-mêmes. C'est pas tant pour les glitches, c'est vraiment pour les signaux d'ondes gravitationnelles. Comment tu fais pour détecter un signal qui est plus petit que le bruit?
Et ben la méthode principale, c'est une méthode qui s'appelle le match filtering, ou le filtrage adapté, du coup, en français. Ok. Où en gros, la théorie nous décrit en fait un peu la forme que doit avoir un signal d'onde gravitationnelle en fonction du temps. Si on regarde vraiment la partie mathématique, un signal d'onde gravitationnelle qui se propage, enfin, en fonction du temps, son amplitude, si tu préfères, en fonction des propriétés des trous noirs, donc leur masse, la distance par rapport à nous, l'angle de la source par rapport à nos détecteurs, on sait quelle forme ça doit avoir. Et en fait, on va créer ce qu'on appelle des templates. Donc en fait, numériquement, on va créer plein de formes d'ondes gravitationnelles qui représentent toutes les combinaisons possibles de masse, et de spin et de distance des potentielles sources. Et on va passer tous ces filtres sur l'output principal du détecteur, là où il y a les signaux et le bruit. Okay. Et en fait, au moment où le filtre, où un de ces filtres va parfaitement coller avec le même signal qui proviendrait d'une source réelle, c'est-à-dire qu'on va passer tous les filtres un par un sur nos données, on va avoir ce qu'on appelle un pic, ou en gros une valeur un peu plus élevée dans ce qu'on appelle le rapport signal sur bruit. Donc en fait, ça sera quand vous imaginez que, je sais pas, votre vrai signal il est là, et puis là vous avez votre template qui passe en fonction du temps, puis au moment où ça matche parfaitement, là on va avoir en gros une indication qui nous dit que là il y a quelque chose qui ressemble à un signal d'onde gravitationnelle, avec telle propriété, parce que ça correspond à tel template qu'on avait créé. Et donc après on va faire une recherche un peu plus spécifique à ces endroits-là. Ça, c'est incroyable quand même. Voilà. C'est fou. Ouais. C'est quand même dingue. Moi, c'est l'idée juste de chercher un truc qui est plus petit que le bruit ambiant. Ça me... Moi, ce que je trouve fou, c'est que en fait, quand tu décris l'approche comme ça, on aurait tendance à se dire ça va pas marcher. Ou plutôt, il y a tellement de chances qu'on se trompe. Oui. Parce que c'est presque comme si on essayait de faire correspondre ce qu'on mesure avec ce qu'on aimerait mesurer. Il y a un peu ce truc-là. Oui, il y a un peu ce truc-là. Et en fait, on se rend compte qu'on observe des fusions, on les observe aussi en lumière, par exemple. Donc en fait, on sait que ça marche. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est fou, c'est que ça marche vraiment et on le sait très bien. C'est clair. Il y a tellement de paramètres. Enfin, moi, je trouve ça fou. Ouais, enfin, tu vois, là, on parlait des séismes, des trucs. J'ai envie de dire, enfin, moi, c'est pas mon boulot, mais j'ai envie de dire, c'est évident comme truc. Tu vois, tout le monde, tu mesures une vibration. Bon, bah, t'as la vibration du sol, mais il y en a plein qui doivent être inconcevables. Il y a plein de trucs qui doivent être, je sais pas, le micro-ondes dans la salle de pause, tu vois, genre des trucs. Parce que si c'est si sensible que ça, tu dois pouvoir. Ouais. Le micro-ondes, j'en sais rien, mais je sais que, je sais pas, à Pise, il y a des champs autour. L'agriculteur qui passe son tracteur ou un truc comme ça. Ouais. Mais après, ça va se fondre dans le bruit, en fait. Non, mais bien sûr, c'est ça. Tout se somme, et au final, le vrai bruit final que tu as, en fait, c'est une combinaison de plein de choses. Ça ressemble pas à grand-chose, quoi. C'est un bruit blanc. Ouais. Et toi, derrière, tu vas passer tes templates dessus. Voilà. Et plus tu arrives à soustraire du bruit avant de faire ton match filtering, meilleur sera ton match filtering. C'est ça. Plus tu le nettoies et plus tu as des résultats. Mais c'est clair qu'on doit rater des signaux. Ah ouais, tu penses qu'on rate des détections? À fortiori, si elles sont trop faibles, si l'amplitude est trop faible, elle est dedans, elle est quelque part, hein, mais juste elle est trop infime pour que tu puisses la voir. Ah oui, ok, oui. De toute façon, on détecte que les plus puissants, les plus proches, les plus massifs. Ça. Et ça, je pense que c'est dur à savoir, mais est-ce qu'on a une idée de la quantité de choses qu'on n'arrive pas à détecter parce que du coup, elles n'ont pas l'amplitude qu'il faut, ou, tu vois. Ouais, ça fait partie des recherches qu'on fait. C'est ce qu'on appelle les... Pardon, je suis désolé. Je vais boire. C'est top, on a de l'eau, on a je vais plein boire d'eau. avant de faire je ma vais phrase. faire une petite tournée. Hop. Tac, on fait justement des études sur la sensibilité des détecteurs. Mais le problème, c'est que pour faire ce genre de choses, on doit aussi faire... Comment dire ? En fait, ça marche. On fait ça via des simulations. C'est-à-dire qu'on va simuler plein de signaux d'ondes gravitationnelles. Ouais. Donc on va faire des faux signaux d'ondes gravitationnelles. Donc on a leur forme, etc. On va les injecter dans le bruit de notre détecteur. Ok. Et on va voir ce qu'on est capable de sortir de tout ça. Et donc après, tu t'imagines, je sais pas, si tu as un diagramme qui décrit la masse de ton premier trou noir, la masse du deuxième, et puis la distance. Tu remplis tout cet espace de plein de signaux. Tu les mets tous dans le bruit de ton détecteur. Tu regardes ce que tes algorithmes de filtrage adapté sont capables de détecter. Et en fait, tu vas voir la région de l'espace des paramètres que tu rates. Qui s'allume. C'est ça. Ou qui s'allume. Ah non, oui, d'accord. Oui, c'est ça, ou que tu rates. Enfin, tu fais un peu dans le sens que tu veux. T'arrives à envoyer des signaux qui simulent la détection du coup des ondes et qui
on va dire, t'arrives à voir les propres limites de ton propre détecteur en inventant ce que tu peux détecter. C'est un peu ça. Tu C'est prédis incroyable. tout ce que tu pourrais détecter, C'est ça. et puis tu regardes ce que tu détectes, C'est et ça. tu vois qu'il y a une zone fantôme. C'est ça. Et du coup, derrière, tu peux estimer C'est le. fou quand même quand il pense. Ouais. Mais tu sais, c'est marrant parce que, en fait, en le décrivant comme ça me fait un peu penser à ce qu'ils ont fait pour les images de trous noirs. Où en fait, on a fait plein de simulations. Alors j'imagine que c'est pas pareil, mais Ouais. il y a un peu cette idée-là aussi de faire plein de simulations de ce qu'on pourrait obtenir, un trou noir sous différents angles, différents paramètres et tout. Et après, tu regardes, tu as une image très très bruitée parce que tu peux pas avoir une bonne résolution, et tu compares à ce que donnerait telle simulation si tu la bruitais et que tu la floutais pour avoir et t'en déduis un peu comme ça ce que tu es en train de voir en faisant coller la théorie à ton signal qui est très très bruité. Il y a un Ah oui, peu parce qu'au début, t'as aucun moyen de savoir à quoi ça ressemble. Là, on voit des milliers d'images. Ah ouais. Ouais, c'est un peu ce que tu vois quand tu parlais de l'espace de tous les paramètres c'est et un peu ça. une C'est simulation plein de par. templates. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, ça me clairement. faisait penser à ça. Mais du coup, ça marche bien. Mais après, c'est pareil, hein, avec les détecteurs, c'est compliqué parce que c'est pas juste la masse de l'un, la masse de l'autre. Il faut prendre en compte la sensibilité de ton détecteur, de ton réseau de détecteurs, parce que finalement, une détection, c'est aussi beaucoup plus efficace quand tu as plusieurs détecteurs sur Terre, l'angle de ces détecteurs, leur orientation par rapport aux autres. Faut prendre tous ces paramètres en considération. Ah bah là, ça doit changer en plus avec l'heure. Si la Terre tourne, alors t'es pas orienté pareil avec exactement. le réseau. Ouais, parce que la sensibilité maximale des détecteurs, elle est dans le plan perpendiculaire aux deux bras. Dans le plan perpendiculaire de bras. C'est ça, ouais. Si l'onde gravitationnelle arrive dans le plan du détecteur, en fait, on verra rien. On n'est vraiment pas sensible dans le plan. Ah ouais. Parce qu'on est d'accord que l'onde, elle se propage comme ça, mais c'est à peu près dans un plan, quoi. En En fait, si tu regardes au niveau du pôle, là, il y a rien qui se propage. Alors, je sais pas s'il y a rien qui se propage. Mais en tout cas, c'est plus faible, ou alors ça se propage de façon longitudinale comme ça. Si ton système, il est par rapport à ta ligne de vue, il est perpendiculaire ou comme ça, l'intensité sera pas la même. Il y a des orientations optimales. On arrive à choper d'ailleurs un peu justement l'inclinaison de la source en fonction du signal qu'on a. Ok. On a fait exprès de mettre les détecteurs dans des plans différents ou pas du tout? Idéalement, ça serait bien. Mais en fait, si tu regardes la couverture spatiale des sensibilités du réseau actuel, c'est-à-dire tu regardes comment les deux LIGO sont sensibles dans l'espace, tu regardes comment Virgo se combine à ça et comment Cagra, quand il aura une sensibilité correcte. Et en fait, il y a quand même des zones où on n'est pas bien. Mais c'est vraiment beaucoup. Les détections qu'on fait à 2 détecteurs ou 3 détecteurs sont vraiment plus performantes. Ok. C'est pour ça qu'en général, les prises de données de la collaboration sont coordonnées entre les différents détecteurs pour prendre des données en même temps. Ah oui, ok. Parce que c'est pas en permanence. En plus, entre Cagra et LIGO, par exemple, entre les États-Unis et le Japon, tu peux avoir, j'imagine, un temps de décalage et en plus, on a assez important. Donc, tu peux mesurer l'onde qui arrive. Elle arrive d'abord aux États-Unis, puis elle passe à travers la Terre. Tu peux faire des études sur la vitesse de propagation des ondes gravitationnelles. C'est assez à la mode en ce moment. Tout ce qui est test de la relativité générale. J'arrive pas à m'imaginer c'est quoi le temps que tu as de diff entre l'onde gravitationnelle qui passe, je sais pas, dans le premier détecteur qui est face à elle et dans le dernier qui est de l'autre côté de la Terre, tu vois. C'est 100 Combien de temps millisecondes. l'onde elle met à traverser la Terre? 100 millisecondes, je pense. Si la relativité générale un truc un peu comme ça. Non, en gros, c'est la vitesse de la lumière. C'est ça, exactement. Voilà. Si la relativité tu prends le générale, diamètre de la Terre, ça dépend de la distance. Alors, le Japon, les États-Unis. Ça, c'est quoi? C'est 6000 km. Non. Disons qu'en ligne droite, tu peux prendre 10 000 km ou quelque chose comme ça, peut-être. Et voilà, 10 000 divisé par 3 fois 10 puissance 8. Après. Voilà. On vous laisse faire le calcul dans le chat si vous voulez vous amuser. Mais d'ailleurs, le chat nous dit que, tu vois, quand tu parlais des faux signaux qu'on introduit dans le signal, des faux signaux, pardon, qu'on introduit dans le signal pour pouvoir les détecter et tenter, est-ce que t'as le... Attends, mais tu parles de quel message? Le dernier message là de Arthur qui nous dit que t'as deux. Tu vois, est-ce que la personne qui a introduit le signal, elle a été chargée de le faire ou elle l'a fait en soum soum? Alors je sais pas si cette anecdote est vraie ou pas, mais par contre c'est quelque chose qu'on fait vraiment, c'est-à-dire qu'on injecte vraiment des faux signaux qu'on simule pour voir les capacités de sensibilité de nos détecteurs. Ok. Mais je sais pas si l'anecdote de Arthur est réelle. Comment on injecte un signal? Comment on injecte un signal? En fait, on va... C'est vrai, ça. On fabrique 2 trous noirs. La méthode la plus simple. J'aurais adoré que tu commences comme ça. Il y a en fait un signal d'onde gravitationnelle, donc on a 3 phases. Donc il y a la phase de ce qu'on appelle de spiraling, donc c'est la phase au moment où les trous noirs sont vraiment en train de spiraler l'un autour de l'autre.
Ouais. On a la phase de coalescence, donc ce qu'on appelle le merger, donc c'est vraiment la phase où les deux trous noirs sont en train de former un et même objet. Et on a la phase de relaxation. C'est la phase où en gros le nouveau trou noir qui s'est formé va se stabiliser et ça va aussi émettre un peu des ondes gravitationnelles à ce moment-là. Et on J'ai a pas écouté le nom de la phase du milieu, j'étais en train de piquer un bonbon. la coalescence, le la merger, fusion, la fusion, ouais. ce que tu veux. C'est le moment où tu as un peu un objet hybride entre tes Ouais. deux trous noirs, voilà, qui est pas stable et qui va finir par se stabiliser en émettant encore un peu des ondes gravitationnelles, parce qu'en fait, il est pas parfaitement sphérique. Sphérique. Ouais. Ah oui, du coup, toi, tu cherches à voir le schéma complet. En fait, entre, on sait vraiment on sait à quoi ça ressemble, et en fait, on arrive à simuler chacune de ces trois phases de trous noirs avec différentes méthodes, différentes approches, on va dire. Ok. On a des approches qu'on appelle dites post-newtoniennes pour la partie spiralante, on a une approche plutôt relativité générale numérique pour le merger, parce que c'est très compliqué à décrire ce qui se passe à ce moment-là. Ok. Ça reste de l'approximation, mais on est quand même précis. Et voilà, ah bah, là, Ah bah ouais. on a les... L'image est top, là. Ouais, alors là, sur le schéma, donc le merger qui est en jaune, là, il a été étiré pour qu'on voit un peu ce qui se passe. Normalement, la phase de merger est très courte. Voilà. Ah oui, tu veux dire par rapport aux autres, proportionnellement, C'est ça. normalement, elle dure vraiment pas longtemps. C'est ça. La plus longue, c'est vraiment la partie La rouge. première, Ok. Plus les objets sont légers, plus ça va être long. Le merger, c'est vraiment très, très court. Voilà. Et Ok. puis après, on a la phase de relaxation, ce qu'on appelle le ring down en anglais, qui est aussi assez courte en général et peu intense. D'accord. Voilà. Et en fait, on arrive à simuler ces trois choses-là à peu près correctement. Et du coup, on crée des faux signaux. Voilà, vraiment, c'est une amplitude, une amplitude en fonction du temps ou une fréquence. Et on met ça dans le bruit instrumental dans le détecteur. On fait comme si c'était un vrai signal. Et après, on utilise nos algorithmes pour voir. Donc qu'on tu le détecte. mets de façon informatique, en fait, C'est tu ça. l'ajoutes Ah oui, voilà, c'est ça. Tu tu le mets. l'ajoutes à ton bruit ça. de façon informatique. Voilà. Ok. Ce qu'on appelle une injection. Et parce après, que tu essayes de vraiment, l'enlever, en ok. fait. Enfin, tu essayes d'enlever le bruit, en T'essaies fait, de de le voir ce que détecter. ça, ouais, C'est de ça. voir ce que ça te donne, est-ce que ça marche ou pas. Exactement. Et vu que c'est toi qui l'as mis, Bah, à la tu fin, sais que tu es peux faire censé un le peu détecter. tu fais un peu le bilan. Quoi. Tu fais, D'accord, bon, bah, ouais, voilà, ouais. ça, j'ai réussi Tu à vois le comment voir. il a été déformé, enfin, en fait, si tu as Ouais. réussi à retrouver à peu Et près ce que tu as mis. tu vois ce que tu as vu, ce que tu n'as pas vu, et Ouais. tu essaies de comprendre pourquoi. Ah, c'est vrai que ça, c'est pas mal aussi. Ouais. Mm, mm, Ouais. Oui, c'est ça, tu disais de manière informatique. J'avais du mal à capter comment, Oui, comment on c'était l'injectait c'était un vraiment. peu la tu vois. question que je me posais. Est-ce Est-ce qu'on qu'il y fait avait un vibrer émetteur, voilà. le détecteur pour voir s'il détecte la vibration ouais, ouais. Ok, non, tu provoques Non, c'est pas ça, le ouais. même signal en C'est amont. plus pour tester les algorithmes en fait de Juste injectes débruitage ou de détection. Alors, plus que ça, même, donc ça sert pour la détection et pour comprendre un peu la sensibilité, mais par exemple, quand on fait de la cosmologie, ça nous permet aussi de calculer quelque chose qui est important qu'on appelle les effets de sélection. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu fais de l'astrophysique et que tu Ouais. veux, par exemple, je sais pas moi, calculer quelle est la distribution de la masse des trous noirs dans l'univers. Ouais. Tu t'intéresses pas juste à ceux que tu détectes. Tu as Ouais. envie d'être capable de mesurer aussi la distribution de la masse de tous les trous noirs dans l'univers. Bah ouais. Mais vu que tu n'en détectes qu'une petite partie, tu dois d'une manière ou d'une autre compenser pour tous ceux que tu n'arrives pas à détecter. Sinon, ça biaise ton point de vue. Sinon, et ça tu biaise dis, complètement Sinon, ton t'as l'impression résultat. qu'il n'y a Ouais. que des gros trous C'est ça, noirs parce voilà. que c'est eux que tu arrives à détecter. Gros, proche, tu vois. Ouais. Et Donc en comment fait, tu peux savoir ça? et ben justement, tu fais ce qu'on appelle une campagne d'injection. Donc la campagne d'injection, tu vas mettre plein de faux signaux dans ton détecteur. Ouais. Tu vas voir tous ceux que tu n'es pas capable de détecter. Et derrière, en fait, tu vas essayer ça va compenser pour justement tout ce que tu vois pas dans les vraies détections non D'accord, donc tu vas gravitationnelles. pas vraiment pouvoir détecter un truc de ce type-là, parce que ton détecteur, il est vraiment pas capable de le faire. Par contre, tu vas pouvoir compter le nombre de fois, en gros, où tu aurais pu les détecter, C'est un peu l'idée, c'est et te d'être. représenter quelle est la proportion entre ce que tu n'as pas détecté et ce que tu as détecté. C'est un peu l'idée, c'est de comprendre en gros quels sont les types de fusions de trous noirs qu'on n'est pas capable de voir avec les détecteurs actuels, Ok. parce qu'ils sont trop loin, parce que des fois ils sont pas trop, ils sont proches mais ils sont trop massifs et du coup la fréquence correspond pas à la sensibilité en fréquence de nos détecteurs, parce que c'est pas juste l'amplitude, c'est aussi Ouais. la fréquence du signal. Nous on est sensible dans une bande de fréquence, c'est genre 10 Hz, 1000 Hz, un truc comme ça, voilà, c'est l'ordre Ouais, de ouais. grandeur. Et si c'est en dehors de ça, bah, globalement, Ce qui est à il a peu beau près- être super s'en rend proche. compte. Ce qui est à peu près des fréquences audibles en plus. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est des fréquences à peu près audibles. Ouais. On va écouter les trous noirs maintenant. Bah, c'est. Bah, tu c'est un peux peu- les écouter sur tu peux YouTube. tous, ouais, ils y sont tous. Tu Ouais, peux tous les écouter sur YouTube. ouais bah, le Génial, son, Ça, c'est. ça fait exactement ça. Ah ouais, on sent le gars qui a passé des dizaines d'heures à les écouter au montage. À les imiter. À les imiter. Il est parfait, c'est vrai ça. Imitateur On professionnel. t'enregistrera un son de trou noir pour le mettre dans les jingles.